pour pouvoir faciliter son immersion ici, il faut essayer de cultiver sa curiosité et d'avoir envie de connaître autre chose que une photo Instagram sur la côte des Basques, quoi, tu vois. De façon générale, dès l'instant où on s'éloigne un petit peu de la côte, on trouve des opportunités super intéressantes. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui. Tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. J'ai un petit message à vous glisser à l'oreille. En fait, cet épisode, il a été enregistré avant mon Ciao Paris pour Bayonne. Donc, à l'époque, j'étais en panique parce que c'était franchement un sacré challenge de se loger dans la région. Satanée zone tendue. Bon, depuis, j'ai trouvé ma super maison et j'y habite depuis quelques mois. Je vous révélerai comment j'ai fait pour trouver cette pépite à la fin de l'épisode. Merci Baptiste de me recevoir. Merci à toi de venir à ma rencontre. Ouais, je suis ravie d'être là avec cette vue incroyable sur l'Adour. Non, la Nive. Voilà, génial. Une chance sur deux et... C'est bien. Comme ça, je suis bien dans le cliché. J'arrive, je suis dans le cliché de la Parisienne. C'est la Nive qui se jette dans l'Adour, qui se jette dans l'océan, ouais, c'est ça. L'Adour est à 400 mètres, c'est juste à côté. C'est bien, t'es tolérant. Je couperai au montage, c'est pas possible, je vais me faire visiter. Non. Mais ouais, c'est magnifique là où t'es en tout cas. Est-ce que tu peux me raconter ton Ciao Paris? Ouais, j'ai passé une petite partie de ma vie là-bas et un petit peu comme d'autres personnes que tu as interviewées et du podcast. J'ai eu ma première partie de carrière professionnelle que j'ai réalisée à Paris et j'y ai été hyper heureux dans une période d'insouciance avec plein de choses qui sont arrivées hyper agréables. J'ai été entrepreneur aussi à Paris et puis en 2017 mon papa avait une agence immobilière ici à Century 21 à Bayonne. Moi je suis originaire de Bayonne et j'avais une petite idée de revenir sans que ça soit quelque chose d'urgent enfin c'était pas forcément une priorité. Donc t'as grandi à Bayonne, ouais. Tu viens à Paris 5 ans, 10 ans. J'ai fait mes études ensuite, je suis parti un petit peu à l'étranger, puis j'ai fait mes études à Grenoble et après mes études à Grenoble, j'ai fait mon premier vrai job, il était à Lille chez Decathlon. Et ça a duré quelques années. Et à l'époque, j'étais en couple avec une fille qui habitait à Paris et qui travaillait à Paris. Donc j'étais, on va dire, partagé entre Lille et Paris. Et j'ai fini mon école de commerce à Grenoble en 2010 ou 2011. Et je suis arrivé ici en 2017. Et donc en 2017, à ce moment-là, j'étais célibataire pour le coup, et mon papa a eu 60 ans, et moi qui m'étais jamais vraiment posé la question de faire de l'immobilier parce que c'était pas quelque chose qui me passionnait, comme beaucoup d'activités qui sont faites par les parents, tu sais, Et donc à ce moment-là, j'ai pris la décision de rejoindre mon papa qui avait cette agence ici à Bayonne. Pour cette raison-là, en fait, c'est plutôt le professionnel qui t'a drivé. Ouais. Et aussi le fait de ne pas avoir, de pas être pieds et poings liés et de pouvoir prendre cette décision seul sans impliquer qui que ce soit d'autre, quoi. Et avec évidemment aussi des facilités puisque mes parents avaient une maison, je pouvais me loger facilement. Il y avait toutes des questions qui étaient bien plus facile que pour certaines autres personnes dont tu fais partie. Tu m'étonnes, t'es arrivé chez tes parents. Exactement. Et donc, et t'es content de ce retour, comment, 7 ans après? Ouais, tout à fait. C'est un chemin parcouru
génial, quoi. Très différent de ce que j'avais connu dans mes années précédentes. Après, c'est des grandes années de changement. Là, j'ai 39 ans. Quand je suis rentré au Pays Basque, j'avais 32 ans. C'est très, voilà, j'ai l'impression qu'il s'est passé 20 ans. Ouais, c'est un monde, en fait. C'est un monde, ouais. Et j'ai re-rencontré ma femme parce que je la connaissais depuis longtemps, mais voilà. Et puis, je suis marié, j'ai eu des enfants. Enfin, il y a eu plein de choses évidemment qui ont changé. Ouais. Ah, c'est cool. Alors on va rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Je voudrais que tu nous expliques déjà, c'est quoi une zone tendue? Une zone tendue, je dirais que c'est une zone dans laquelle il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. On parle de zone tendue notamment pour le marché de la location. On va dire que le marché de la location, dans une tendance classique, celle qu'on a connue dans les 15 dernières années, il y avait environ 20-25% de logements qui se libéraient chaque année. C'est-à-dire que si tu as 1000 logements dans une agence ou dans des agences comme les nôtres, bah tu en as 250 qui vont se libérer dans l'année, dans des périodes différentes, comme celle qu'on est en train de connaître en ce moment, où on est quasiment à 10 fois moins de logements libérés, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... il y a très 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 peu de logements qui sont libérés. C'est ça la zone tendue. Le marché de la location est un marché tendu que nous, on pratique en plus dans une zone tendue. Pourquoi? Parce que ici, on est dans un endroit très désirable. Tu vois tout le mouvement qu'il y a eu pendant le Covid, où beaucoup de personnes ont eu envie de retrouver autre chose que ce qu'ils avaient connu à Paris et qui était formidable par ailleurs, mais dans un moment de lockout, c'est très compliqué. Et donc il y a beaucoup de ces Parisiens, pour stigmatiser, mais de personnes en tout cas qui venaient des grosses villes, qui ont envie de venir s'installer ici. Donc ça a encore plus déséquilibré le marché de la location. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à dire les prix au Pays Basque ont flambé à l'acquisition, ce qui est vrai, mais ils ont encore plus flambé dans le marché de la location. Pourquoi? Parce que une personne qui habitait dans un T2 de 45 mètres carrés à Paris qui louait 1200 €, nous on avait un marché du T2 en la location qui était d'environ 600 € ou 650 € ici. Et en fait, ces personnes-là, elles avaient un pouvoir d'achat plus important parce que des salaires plus importants, et elles ont pris d'assaut des logements, le peu de logements qui étaient disponibles à ce moment-là, et elles ont fait grimper les prix de façon exponentielle. La région que toi tu gères, c'est tous les Pyrénées-Atlantiques, c'est ça? Alors nous on a 5 agences aujourd'hui. Moi je suis associé dans le groupe Century 21 Beritsea. Et donc nous, nos agences, elles sont réparties sur les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Voilà. Après, la spécificité du marché immobilier qui est en train de devenir chaque jour un petit peu plus vrai, c'est que les tendances immobilières, elles s'hyperlocalisent. C'est-à-dire que la réalité d'une ville comme Biarritz ne va pas être celle d'une ville comme Bayonne, ne va pas être celle du tout d'une ville comme Pau. Tu devances ma question, qui est de justement savoir c'est quoi les spécificités du marché quand on cherche à louer ou à acheter dans la zone des Pyrénées-Atlantiques. En fait, la réalité, c'est que tu vas avoir sur la zone des Pyrénées-Atlantiques, qui part de Pau pour aller jusqu'au Pays Basque, tu vas avoir des marchés qui vont être extrêmement différents, ville par ville, en fonction des zones. Okay. Et également au Pays Basque, tu vas avoir un marché qui va être dans des communes plutôt rurales, par exemple Moléon, qui est une ville de 3000 habitants qui est située en Soule, une province magnifique basque dans laquelle il y a un super dynamisme industriel et où il se passe pas mal de choses, mais qui est en décroissance démographique. Tu vas avoir un marché de immobilier et à la location et à l'acquisition qui va être diamétralement opposé avec celui qu'on va connaître sur la côte. Clairement, quand tu pars de Paris, t'as pas forcément eu l'idée d'aller t'installer dans ce genre d'endroit parce que tu connais pas, surtout. Parce que tu connais pas et parce que toi t'as envie de rejoindre peut-être les personnes que tu connais déjà qui ont participé à ce mouvement et qui sont déjà à Biarritz ou pas loin. Et c'est super dommage. Et moi, c'est la vision que j'ai envie de défendre parce qu'on est des professionnels de l'immobilier, mais on est surtout des personnes qui avons grandi dans ce territoire, dans cette région. Moi, je pense que pour pouvoir faciliter son immersion ici, il faut essayer de cultiver sa curiosité et d'avoir envie de connaître autre chose que une photo Instagram sur la côte des Basques, quoi, tu vois. De façon générale, dès l'instant où on s'éloigne un petit peu de la côte, on trouve des opportunités super intéressantes. Au-delà de l'opportunité, je pense que ça part surtout d'une envie. Où est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis OK avec Biarritz? Est-ce que ça comporte entre guillemets de paillettes? Mais peut-être que
mon projet familial ou mon projet personnel, il peut s'établir ailleurs et que je vais trouver aussi bien mon compte dans un petit bourg où il y a quelques milliers d'habitants et où je vais trouver des logements peut-être plus facilement que dans des zones qui vont être très 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 demandées. Chargé, ouais. Tu me donnais l'exemple de Mauléon. Tu penses à 2-3 autres villes ou 2-3 autres villages? Je prends par exemple Cambo-les-Bains, tu vois, qui est une ville de curistes, plutôt dans un imaginaire collectif, une ville de vieux entre guillemets, puisque il y avait toute la population des cures. Des cures thermales. Ouais, des cures thermales, exactement. C'est une ville qui est située à 25 minutes de Biarritz, ou en fonction du trafic routier, parce qu'on a une problématique aussi de bouchons ici et d'embouteillage, dans laquelle il y a énormément de commerce, de potentiel, qui est hyper agréable, où on peut avoir une vie où il y a tout ce qu'il faut, les collèges, les écoles, les commerces, les cinémas, tout ce que, mais qui va pas être une ville côtière. C'est-à-dire, si t'es un surfeur, peut-être que tu seras pas bien à Cambo, quoi, tu vois. Pour revenir à un marché immobilier de transaction, acheter une maison à Bayonne, ça va te coûter aujourd'hui à minima 600 000 euros, hein. Enfin, c'est très cher et ça peut s'envoler, ouais. Dans des endroits un peu plus reculés, on va aller chercher des prix qui vont être un petit peu inférieurs et qui vont peut-être permettre d'avoir une vie à côté qui est plus sympa. Et c'est du simple au double? Pour 300 000 euros, tu peux avoir une maison sympa à Mauléon, ça c'est certain. Tu peux aussi avoir des maisons sympas dans les Landes, tu vois, par exemple autour de Saint-Vincent-de-Tyrosse, là où on a notre dernière agence, notre dernier bébé, on a plein de petits villages hyper sympas landais qui sont pour le coup situés à pas très loin de Bayonne, si on a besoin d'aller à Bayonne ou pour bosser ou pour d'autres raisons, voilà. Et dans lesquelles on peut trouver des maisons, voilà, à partir de 300, 280, 320 000 euros, on trouve des maisons. En tant qu'agent immobilier, mais aussi en tant qu'habitant du Pays Basque, qui donc a tous ces liens sociaux et tous ses amis d'enfance qui vivent ici. Moi, ça me fait mal au cœur de voir que certaines personnes n'arrivent pas à se loger et doivent quitter leur ville, leur hometown, quoi, leur ville d'enfance. C'est dur. C'est quelque chose qui fait mal. Par rapport à cette situation de tension sur le marché, il y a des mesures donc qui ont été mises en place par l'État, les collectivités. Une règle de fixation du loyer pour le plafonner, un préavis réduit à 1 mois, une taxe sur les logements vacants pour le propriétaire. J'ai vu aussi qu'il y avait un règlement qui visait à enrayer le développement des meublés de tourisme. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu trouves que ces mesures elles sont efficaces? Ça permet vraiment aux gens de trouver plus facilement un logement ou... Le nouveau règlement qui encadre les meublés de tourisme, il a été mis en place le 1er mars 2023, donc c'est assez récent. Donc aujourd'hui, on n'a pas un recul suffisamment important pour savoir si ce dispositif fonctionne ou pas. Ce dispositif, en quelques lignes, il limite pour les personnes qui louent leur résidence principale, enfin en meublé de tourisme. Ouais, pour l'été. Pour les marques qu'on connaît bien, qui commencent par un A et qui finissent par un B. Ça limite à 120 jours. Je trouve pas que ça soit inintéressant, hein, ce règlement. Mais aujourd'hui, nous, l'impact qu'on voit sur notre marché, il est nul. Okay. Voilà, faut être honnête. D'accord. Mais après, c'est toujours intéressant de creuser. Enfin, il faut pas jeter la pierre à des personnes qui essaient de faire des choses. Non, puis c'est comme tu le dis, là on est à court terme, à voir à moyen ou à long terme. C'est pas facile déjà pour les locaux d'avoir cette opportunité de se dire, en fait, en 1 mois et demi ou 1 mois, je peux me refaire un peu une santé, parce que je vois juste le cas très pratique de ma belle-mère qui est une femme seule avec une toute petite retraite d'enseignante et qui a une vieille grande maison et que maintenant elle doit changer la chaudière, elle doit les coûts bien sûr, ça peut te permettre d'entretenir ta maison. C'est ça en fait, ça lui permet juste de sortir un peu la tête. Bon, elle peut le faire 120 jours par an. Il y avait aussi d'autres cas, notamment dans les villes côtières où il y a beaucoup de résidences secondaires, où tu avais des personnes qui faisaient entrer dans l'équation de leur plan de financement de leur résidence secondaire le fait de pouvoir la louer quelque temps. C'est-à-dire, cette maison, elle me coûte 2 000 euros par mois à l'année. Si j'arrive à la louer 4-5 semaines par an, ça passe. Sinon, ça passe pas. Donc ça, ces personnes-là, peut-être, parce que la résidence secondaire, par définition, c'est quelque chose d'accessoire. On n'est pas obligé d'en avoir une. Peut-être qu'elles pourront libérer
des biens à la vente. Et du coup, est-ce que toi, Baptiste, tu connais des dispositifs qui sont plutôt méconnus et qui pourraient aider celles et ceux qui cherchent à acquérir un bien? Le bail réel solidaire, ce qu'on appelle couramment par son acronyme le BRS, c'est la dissociation du foncier et du bâti. C'est-à-dire que l'acquéreur, il va acheter uniquement le logement, mais pas le foncier. Le foncier, il va le louer. Le foncier, c'est le terrain. Donc en fait, il va acheter un logement à un prix bas, environ à peu près 30% moins cher qu'un logement neuf classique sur un territoire. Et il va louer le terrain à ce qu'on appelle un OFS, un organisme foncier solidaire, à un prix très en dessous du marché classique. Il peut revendre à tout moment, mais à un prix encadré. L'idée, c'est de ne pas spéculer. C'est un dispositif intéressant, de plus en plus utilisé par les bailleurs sociaux parce que ça permet l'accès à la propriété, ce qui est super. Ça encadre un petit peu la spéculation. En revanche, c'est une goutte d'eau dans l'océan aujourd'hui. Faut être objectif. Et ça s'adresse pas à tout le monde. J'avais vu le bail réel solidaire, il s'adresse à une population qui a autour de 40 000 € de revenus par an à deux. C'est ça. C'est ça, hein, Ouais. c'est à peu près Ouais, ce c'est montant-là. ça. Et en général, il est porté par des bailleurs sociaux. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur les aspects pratiques de la quête du nouveau chez soi. Pour un peu t'expliquer mon cas pratique spécial galère. C'est très voilà. Donc moi, je suis à Paris, je recherche un bien à la location, idéalement avec 3 chambres, au Pays Basque, plutôt à Bayonne, potentiellement dans le quartier des Arènes parce que l'école est pas loin. Je reste très ouverte au vu du contexte. Hein. Maintenant, j'ai bien compris que ça pourrait être Bayonne, Anglette ou même Biarritz et que c'était pas grave parce que la zone est comme ça. Et il y a très très peu de biens à la location avec mes critères. Et moi, je suis encore à Paris, donc loin. C'est très difficile pour moi de faire des sauts de puce pour juste une visite. C'est sûr. Donc du coup, Baptiste, est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils pratiques et 3 écueils pour pouvoir trouver sa maison à la loc ou à l'achat en zone tendue, quand on n'est pas sur place, comme moi? Alors, le premier conseil que je pourrais délivrer, c'est déjà de disposer d'un dossier qui soit prêt et qui soit complet. Enfin, déjà, de connaître les logements auxquels on peut prétendre. Et puis, à l'idéal, de se présenter. D'être capable de se présenter dans un mail, de dire, voilà, qui je suis à la recherche de tel type de logement, j'ai ce timing pour pouvoir le trouver. Ça, c'est déjà un premier conseil que je pourrais délivrer, puisque tout le monde ne le fait pas. Ensuite, il faut multiplier les pistes. Dans un marché où on a très peu de biens à la location, il faut multiplier les pistes et essayer de multiplier les points d'entrée sur le marché. Concrètement, s'adresser à différents professionnels et être capable de faire preuve de tolérance et d'adaptabilité, puisque tu cherches, aujourd'hui tu as une courbe d'exigence qui est importante parce que tu dis je recherche 3 chambres dans le quartier des Arènes. Il y a peut-être certains critères sur lesquels tu peux être un petit peu plus flex. Tu parlais du quartier tout à l'heure, ce qui est une bonne chose. Moi j'ai besoin d'absolument 3 chambres parce qu'il n'est pas question que mes enfants soient logés dans une chambre ensemble, parce que j'ai pas envie de ça. Par contre, peut-être que je peux élargir et que dans d'autres endroits je trouverai quelque chose de super. Et si on a un petit peu de temps, je suis un enthousiaste et je sais que le marché est difficile, mais on finit par y arriver. Donc si on a un peu de temps et qu'on y accorde le temps nécessaire, on finit par trouver un logement, c'est certain. Est-ce que tu aurais 3 écueils de choses à ne pas faire? De pipoter son dossier, je pense que ça c'est la pire des idées, parce que c'est très facile de le vérifier et que c'est je pense quelque chose qu'il faut pas faire. Et le deuxième écueil, c'est, je pense, le marché du particulier à particulier, dans lequel il y a à boire et à manger, mais il y a surtout pas mal de mauvaises surprises, quoi. Donc, je pense, sur la loc, il vaut mieux être encadré par un professionnel et avoir un intermédiaire commercial. Je pense que de façon générale, c'est plus safe de s'adresser à un pro. Alors du coup, on en parlait sur tes recommandations sur la localisation. Toi, ton point de vue, pour moi, c'est de te dire t'as Bayonne, mais t'as un peu ailleurs, un peu plus loin. Tu pensais à quoi quand tu me disais ça? Dans Bayonne, il y a d'autres quartiers, le quartier Saint-Esprit, le quartier Marac, le quartier Bayonne
Nord également, où il y a plein de super opportunités. Le quartier Berry, il y a beaucoup de quartiers à Bayonne dans lesquels on peut trouver des logements. Je pense aussi qu'il y a des villes alentours dans lesquelles on peut trouver des trucs très sympas. Juste au nord de la Dour, du côté Boucau, Tarnos par exemple, à la frontière entre le Pays Basque et les Landes. Ou alors plutôt du côté Pays Basque vers Ustaritz, Muguer, Villefranche qui sont juste à côté. Donc oui, sur la localisation, vraiment ouvrir son... Ouais, je pense. Voilà. Après, si on a envie de rayonner, de faire tout à pied, et que c'est quelque chose d'absolument important parce que c'est aussi, il faut être capable de préparer sa transition quand on arrive à Paris. Que c'est tout. En fait, pour t'expliquer comment j'ai choisi le quartier. En gros, je me suis dit bon, je viens de Paris, moi et donc j'ai un peu la peur du vide et je me suis dit ok, je veux une ville qui soit vivante. Et surtout que c'est hyper agréable ici, c'est qu'on vit dans une agglomération où on va avoir plein de choses très très variées sur un territoire finalement assez restreint quand même. Nous on habite Bayonne, mais on passe beaucoup de temps dans la Biarritz pour aller se promener. C'est à 10 minutes en fait. C'est à côté, c'est collé en fait. C'est ça. Donc bon, c'est pas non plus, on se dit pas qu'on a, enfin tu vois, aller d'un endroit à un autre en 10 minutes à Paris, à part faire tes courses au Franprix qui est à côté, il y a rien. Ouais, exactement. Du 18e au 15e, tu peux mettre largement le temps que tu vas mettre pour aller à Pau en fait. Ouais, voilà. Non mais c'est ça, et c'est vrai que déjà ça c'est bien d'avoir en tête. Mais donc je me suis dit OK, j'aimerais être dans une ville vivante et l'hiver me faisait un peu peur. Bien sûr. Donc je me suis dit j'aimerais que ce soit des vrais gens qui y habitent, pas avoir que des touristes. Et je me suis dit Bayonne s'y prête mieux que Biarritz. Sans doute. Dans un premier temps, je me suis dit je vais tester Bayonne, un quartier qui est pratique et accessible à pied, c'était de me dire le quartier des Arènes, je peux avoir une superficie un peu plus grande avec de la lumière parce que je trouve que Bayonne est une ville très agréable mais les rues sont très étroites donc c'est une ville médiévale effectivement. Donc je me suis dit voilà, j'aimerais un peu aussi plus d'espace donc je m'éloigne un tout petit peu du centre-ville voilà. Et mon critère c'était ça, de pouvoir y aller à pied. Et ça me permettait aussi de tester à la location parce que l'idée c'est d'un jour de pouvoir acheter la ville de Bayonne que je connais moins que la ville de Biarritz que je connais bien. Et donc je me dis la location permet aussi de faire un peu un test, tu vois, des quartiers. C'est certain, et je suis tout à fait d'accord avec toi et peut-être avec aussi certaines personnes qui vont nous écouter, qu'il n'est pas idiot d'avoir un petit sas de décompression. C'est-à-dire que quand on quitte Paris 11e par exemple, où on va être dans une effervescence permanente, où il y aura énormément de choses, et des quartiers en pleine mutation, arriver peut-être dans un village de 2000 habitants où il y aura pas forcément une vie sociale aussi importante que celle qu'on a connue, c'est pas forcément une bonne idée. Il faut quand même essayer de se faire un peu du bien quand même dans la vie. Ouais. Et je pense que Bayonne pour ça effectivement c'est un bon choix. C'est un bon choix parce que c'est une ville de 50 000 habitants à taille humaine dans laquelle il y a à peu près tout ce qu'on peut connaître à Paris, évidemment avec peut-être un agenda culturel un petit peu moins dense mais si on s'intéresse à des spécificités régionales, locales, finalement, il y a largement de quoi faire et on découvre bien autre chose, une langue déjà quand même qui est un peu importante, très importante ici, une culture et pas un folklore ou voilà, tu vois, c'est ça. C'est quelque chose où il y a une identité, une vraie identité, des valeurs et des codes aussi. Ouais, c'est deux choses distinctes. Mais dès l'instant où tu as décidé de les embrasser et de ces trucs-là, mais ça le fait. Et finalement, ouais, je suis exigeante parce que je veux Bayonne, ok, mais combien de temps j'ai pour trouver mon logement? Peut-être un petit peu plus. Parce que comme je suis exigeante sur la localisation, je me laisse un peu plus de temps pour pouvoir y arriver. Et tu vas y arriver en fait. C'est un bon mix entre le niveau d'exigence que tu vas avoir et ton adaptabilité potentielle en fait. Sur le budget, que ce soit à l'achat ou à la loc, comment est-ce que tu procèdes un peu pour quand t'es un particulier que tu veux soit louer. Alors louer, j'ai tout de suite dit parce que t'es censé avoir 3 fois le loyer. Ouais. Ça alors en fait ça c'est pas une règle, c'est pas la loi, mais légal. Finalement c'est pas un dispositif légal. Ouais. Mais si tu veux, aujourd'hui 95% des bailleurs qui s'adressent à une agence immobilière pour louer leurs biens, ils décident de faire appel à ce qu'on appelle une garantie loyer impayé, la fameuse GLI. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. La GLI, c'est-à-dire l'assureur en fait, qui assure le fait
d'avoir un logement où il y a un impayé, il demande à ce que dans le dossier du locataire, au moment de la signature du bail, le locataire puisse justifier de revenus 3 fois supérieurs au montant du loyer. Donc ça, finalement, c'est devenu une règle plus générale. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, arriver et dire j'ai une super caution parce que mon beau-père, il est sénateur, ben ça sert beaucoup moins qu'il y a quelques années. Il faut que toi, t'aies tes revenus. Ouais. Voilà. Sauf si t'as un propriétaire qui accepte de sortir du cadre. Plus. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Est-ce que les gens se protègent aussi? Les locataires ont des droits et des devoirs. Les propriétaires ont des droits et des devoirs. Quand on loue des logements qui sont des logements de qualité, dans des conditions décentes, et qu'on a un marché qui est celui qu'on connaît, ben évidemment, on n'a pas trop forcément... D'ailleurs, je rebondis sur la garantie de loyer impayé. Ouais. Je crois qu'un des critères, tu me diras si je me trompe ou pas, mais il faut que l'un des deux soit salarié. Non? Ça, c'est un vrai problème. Ouais, mais on est complètement à la bourre là-dessus, c'est vrai. Parce qu'en fait, pour pouvoir disposer d'un logement, effectivement, dans beaucoup de cas, on demande des bulletins de salaire. Et par rapport à ces trucs-là, on est complètement old school dans les agences immobilières et les assureurs, hein, notamment. C'est débile. Regarde, tu pointes les deux trucs dans lesquels je suis totalement. C'est-à-dire que la garantie de loyer impayé, pour te faire la discussion rigote que j'ai eue avec une agent immobilier, pour un bien, j'avais vu une maison trop sympa, quartier des Arènes, dans mon budget, nombre de chambres. Je me dis, magnifique. Ouais. Donc j'appelle. Et je lui dis directement, tu vois, transparence 100%, je lui dis, par contre, notre dossier, il est compliqué parce qu'on est tous les deux à notre compte. Et elle m'a dit, je suis désolée, mais en fait, moi, ce sera impossible. Parce que si vous n'avez pas l'un de vous qui est salarié avec des fiches de paye, c'est miette. Je pourrais pas vous les louer parce que je pourrais pas bénéficier de la garantie de loyer impayé. Mais c'est une réalité. Ça s'est arrêté là et je me suis dit, je sais pas, larguer son mec et trouver un salarié, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Je passe vraiment à la location, des petites questions ciblées. Ouais. Est-ce que tu as des sites sur lesquels c'est plus facile de trouver des biens à la loc ou... Parce que moi, mon réflexe, c'est d'aller sur Se Loger. Alors, ça, c'est un réflexe assez parisien pour le coup. Parce que Se Loger est fonctionne très bien à Paris. Ici, on a des sites immobiliers comme Bien Ici, par exemple, qui sont des sites où il y a uniquement des professionnels. On va dire que c'est un peu le Se Loger local. C'est un peu le Se Loger. Il y a évidemment aussi le Bon Coin, qui va être un petit peu l'équivalent du Se Loger à Paris. Est-ce que pour la location, il y a une manière de pimper son dossier ou ça n'existe pas, ça? Non, ça n'existe pas, ça. À part faire les yeux doux. Si on multiplie les pistes, il y a des personnes qui vont être capables de l'accepter, de comprendre. Ou pas céder à des personnes qui vont vous demander 15 loyers d'avance, parce que ça peut aussi arriver. Et ça, c'est vraiment, c'est pas légal et c'est condamnable. Ensuite, la loi Allure, qui est une loi de 2014, elle permet d'équilibrer et de réguler les marchés immobiliers. Donc, elle interdit ce type de pratique. D'accord. Et il y a des organismes locaux qui font bien leur boulot, qui défendent les locataires, hein, et qui surveillent ces pratiques, que ça soit les pratiques des professionnels ou des particuliers, pour éviter que ça puisse arriver, parce qu'il y a des abus, quoi. D'accord. De moins en moins, parce que je pense que de façon globale, on a une meilleure connaissance du marché et un meilleur accès à l'information qu'on avait il y a quelques années, mais il y a encore des personnes qui sont abusées, notamment des personnes qui maîtrisent mal la langue française, ou qui vont accepter de payer en cash certaines choses. Voilà. Ils n'ont pas le choix, parce qu'à un moment, ils n'ont pas le choix. Et ça, c'est souvent des pratiques de particulier à particulier. C'est pour ça que je généralise aussi, mais je dis à l'idéal, attention à ça. Pour rassurer, on lui a proposé d'avoir un garant. Ouais. Ça, voilà. Ça, c'est possible, hein. Et l'autre chose, c'est qu'on a proposé à la propriétaire de la rencontrer. Donc, du coup, voilà. On rencontre la propriétaire. En fait, si tu veux, le niveau d'exigence que tu vas avoir en tant que bailleur, tu peux t'attendre à ce que des bailleurs en face de toi, futurs locataires, puissent avoir le même. Voilà. C'est se présenter, être capable de discuter, voir ce qu'on peut trouver dans un cadre légal qu'il faut respecter et que je te recommande vivement de respecter. Et là, on passe à quelques petites questions ciblées sur l'achat. Est-ce que tu as des sites spécifiques, parce que tu me parlais justement... Ce sont les mêmes. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même sur les réseaux sociaux. Nous, par exemple, dans notre entreprise, on a des community managers qui font vivre
les pages Instagram, Facebook, etc. de nos agences. Ensuite, il y a évidemment les sites, nos sites en propre, donc les sites Century 21. Nous, on a un site qui s'appelle century21beritza.com dans lequel on a tous nos biens à la vente et à la location. Et il y a aussi un site Century 21 France dans lequel on retrouve l'ensemble, donc avec des systèmes de filtres qui permettent de trouver facilement son logement. On est aussi adhérent du site, par exemple, Bien Ici, dans lequel on va pouvoir retrouver l'offre de Century 21 Beritza, d'autres agences Century 21 et d'autres réseaux. C'est un site qui a été créé par les professionnels de l'immobilier de différents réseaux. Pour l'achat justement d'une maison, est-ce qu'il y a des critères où tu recommandes d'être attentif? Oui. Je pense que toujours, je répète les mêmes choses, être entouré par un bon professionnel et regarder dans le détail certaines choses. On est dans un moment où le prix de l'énergie a beaucoup augmenté, donc il faut être vigilant à la consommation énergétique d'une maison, à son isolation, à certains points qui vont être importants. Ensuite, où est-ce qu'il est situé? Est-ce qu'il y a des nuisances ou est-ce qu'il y en a pas? Dans le Bayonne centre ancien, il y a des immeubles avec des arrêtés de péril parce que ce sont des villes médiévales et que les immeubles ont des structures qui parfois s'affaissent, bougent, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas des litiges en cours? Quelles vont être les charges? Est-ce qu'il y a des charges à venir qui sont importantes? Ouais, un ravalement de façade. Par exemple. Ou d'autres choses, du travail de structure sur le bâtiment. Le client dispose de plus en plus d'informations quand il achète son bien. Aujourd'hui, un compromis de vente, ça fait 250 pages aujourd'hui dans une copropriété. Avec les diagnostics immobiliers qui vont comporter les diagnostics de performance énergétique dont on a parlé. Ici, on est dans une zone où il y a des termites, donc on vérifie qu'il y a des termites ou qu'il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses qui sont vérifiées pour qu'on puisse acheter, a priori, en toute transparence, que les déclarations des permis de construire aient bien eu lieu. Ma dernière question sur l'achat, comment est-ce qu'on peut mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le bien sur lequel on a eu le coup de cœur? S'il est au bon prix et qu'il est bien commercialisé et qu'il fait partie du critère de recherche d'autres personnes, on est en concurrence. De fait, et on peut perdre. C'est les mêmes règles que pour la location. Avoir un dossier où je connais si je suis emprunteur, a priori j'ai moins de chances d'obtenir le logement que si j'ai quelqu'un en face qui va acheter en cash, parce que le vendeur il va vouloir privilégier la sécurité. Mais moi j'ai déjà vu des propriétaires qui préféraient les personnes qui vont habiter en résidence principale que les personnes qui vont habiter en résidence secondaire. Et moi, je le conseille. Enfin, je suis très honnête. Tu peux avoir une personne que je déteste qui va être en accession en résidence principale ou une personne que j'adore qui est en résidence secondaire. Moi, je privilégie la présentation de la personne qui va être en résidence principale parce que pour ma région et pour mon territoire, j'estime que c'est mieux d'avoir une personne qui vit à l'année dans un logement qu'une personne qui va vivre pendant un mois. Ça paraît un petit peu cruel, mais c'est la réalité et je l'assume totalement. Oui, après, comme tu le disais, une résidence principale, c'est indispensable, une résidence secondaire, c'est secondaire. Ce que je comprends, pour mettre les chances de ton côté, c'est aussi ton projet. C'est convaincre le propriétaire, l'agent immobilier, enfin, de ton projet de vie. Pour être agent immobilier, il faut pas aimer forcément les maisons. Il faut aimer les gens. En fait, tu bosses que pour des gens. Dans le métier d'agent immobilier que j'ai découvert il y a quelques années et ce qui m'a le plus séduit, c'est que ce soit des ventes qui soient longues, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on passe beaucoup de temps avec les clients qu'on accompagne. Ouais. Et ça, c'est super agréable. Tu remets l'humain. C'est pas quelque chose d'éphémère. Par exemple, tu te presses de faire l'offre, t'attends pas 2 jours à dire, c'est pas mal, ça, tu te dis, allez, go, j'y vais, je fais une offre. Si t'es en confiance avec la personne et que l'agent immobilier te dit, vas-y au prix. Ouais. Go. Go, en fait. N'essaie pas de négocier 10 000 euros. 10 000 euros pour perdre la maison de tes rêves. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Je dois continuer d'être heureux. Je pense que je suis heureux dans ma vie familiale et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Pour l'instant, j'ai un équilibre qui se fait bien et j'espère continuer à l'être et continuer à faire ce que j'aime avec passion. Ça me paraît un beau projet pour la suite. Ensuite, moi, je dis ciao Paris. Toi, tu dis quoi? Moi j'ai beaucoup aimé Paris et je me souviens de mes départs à Paris, je me souviens aussi des retrouvailles que j'ai en tant que Bayonnais d'origine qui a vécu à Paris et qui revient de temps en temps pour voir ses potes, pour
faire un week-end avec sa femme, pour plein de choses. Et j'ai un immense plaisir encore plus grand à aller à Paris depuis que j'y vis plus. Donc je te souhaite de vivre ça, de vivre dans un endroit qui te plaît, d'être aligné, d'être ancré dans l'endroit où tu vas vivre et de redécouvrir Paris en tant que touriste, c'est vraiment cool. Ouais, j'ai hâte. Merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir, avec plaisir. Ce que j'ai retenu de cet échange riche avec Baptiste pour réussir à trouver un logement en zone tendue, c'est d'abord un site nouveau que je connaissais pas pour les recherches qui s'appelle Bien Ici. Ensuite, c'était par rapport aux exigences qu'on peut avoir. D'abord sur la zone, il a parlé de villes, de villages aux alentours qui sont sous-cotés en fait, mais qui ont beaucoup à offrir. Donc c'est un peu ouvrir son horizon. Ensuite, aussi, il a parlé de moduler ses critères. Et donc, par exemple, accepter d'aller plus loin d'un centre-ville parce qu'on va privilégier le critère qui est d'avoir 3 chambres. Et celui-là, il n'est pas négociable. Donc, c'est vraiment être ouvert et sur la zone et sur le bien. Et puis, il nous a dit que pipoter les dossiers, c'était clairement pas une bonne idée parce qu'on se faisait griller direct. Et qu'il recommandait vraiment de passer par les pros d'immobilier pour éviter les mauvaises surprises. Alors, pour ma part, la location, en gros, c'était quasi mort parce que notre dossier avec Jean, il nous permettait pas d'avoir la garantie loyer impayé. Et donc, on avait même eu un appel avec une agent IMO qui nous avait dit « Ah, mais vous avez pas le loyer impayé ? Ben, c'est facile, nous, on peut louer aucun de nos biens. Enfin, votre dossier ne passera jamais. » Et ça, c'est genre la plus grosse agence IMO qui nous avait sorti ça. Au début des recherches, j'avais dit à Jean « Ah ouais, ok, ben on est dans la... bip !» Bref, je vous raconte. On avait une copine qui avait une maison parfaite à Bayonne et qui la quittait au moment où on arrivait. Que demande le peuple, me diriez-vous ? Bon, bah l'agent IMO nous a bien sûr direct dit que pas de garantie loyer impayé parce que notre dossier ne nous le permet pas, donc c'était mort, que la proprio n'allait jamais accepter notre dossier. Et donc là, on se dit avec Jean, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que bien sûr, on avait visité des biens et il y en avait très peu et notre dossier n'avait jamais été retenu. Donc, on se dit, bah, rencontrons-la en fait, la proprio. L'humain avant tout. Alors la propriétaire, c'était une petite mamie qui vivait dans sa maison, qui était dans son jus. Donc, quand on la rencontre, on a amené des macarons. Forcément, le sucre est toujours un bon argument. Et aussi un bouquin d'architecture de la région. Parce que, figurez-vous, que la veille de notre rencontre, Jean feuilletait ce bouquin chez sa mère. Et bim, par hasard, karma, signe, tout ça. Il tombe par hasard sur une page avec la photo de la façade de la maison de la petite mamie, celle dont on rêvait d'avoir les clés. Bref, comme les chaperons rouges, on vient avec notre panier plein et on fait connaissance, on prend le temps d'échanger autour d'un thé avec cette petite dame. Je précise qu'elle nous avait invités avec les enfants. « Oh, mais venez avec vos enfants !» Donc, autant vous dire que pour mettre toutes les chances de notre côté, la présence des enfants n'était vraiment pas une bonne idée. Bref, on passe tout ce moment à faire connaissance, à échanger, à discuter. Et en sortant, en repartant, elle nous dit « Tenez mon RIB, l'agence donne toujours un mauvais RIB aux locataires. » Et là, dans ma tête, ça faisait des you-you. C'était bon, on avait la maison. Franchement, on était comme des fous. Et on s'est dit avec Jean, créer du lien, ça fait vraiment des belles surprises. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao!